Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On the start. Oh, contact! Oh! Miller and Mir, side to side. They Big bash into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode hors série de C'est qui en pôle, cette fois sur le circuit Cycle du Mans, pour suivre la suite de l'aventure du team ART72 durant leur participation au 23h60. Course d'endurance qui, on le rappelle, se déroule du 14 au 16 juillet. Je retrouve à nouveau François que j'ai reçu il y a peu de temps dans un épisode pour nous parler de ce projet, cette fois en présentiel puisqu'on est au Mans tous ensemble. Comment tu vas, François ? Ben écoute, ça va. La première journée se termine. On va aller sur les essais de nuit là tout à l'heure, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé puisque la qualif on fait 11, c'est assez improbable. C'est trop bien. 44 équipes, je crois. Et la deuxième moto fait 21, il me semble. Donc non, franchement, déjà moitié de journée, magnifique. Et c'est pas fini, il y a encore les essais de nuit à venir. Ouais, pas fini. Essais de nuit. Là, ça va être la découverte, surtout pour ceux qui sont sur la moto Motul, là. On n'a pas encore roulé de nuit. Ça va être la première fois, donc on va voir comment ils vivent le truc. Mais c'est vraiment cool les essais de nuit. Enfin, c'est vraiment à voir et à vivre en plus. C'est Ouais, j'ai cool. hâte de voir ça. J'ai une question quand même, parce que t'en parlais dans le précédent épisode. Le bac alors ? On a tous validé. Tous les gars valident avec mention. On valide tous avec mention, donc c'est entre assez bien et très bien. Donc le défi est rempli, c'est bon. Ça Donc va pas amputé, deux motos, ça n'empêche pas d'avoir le bac. Des motos n'empêchent pas d'avoir le bac. Bah, félicitations. Donc ma question, on va commencer quand même juste par faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé depuis notre arrivée jeudi matin. Autre le fait que je me sois fait voler un sac. Aïe, aïe, aïe. C'était quoi le programme du jeudi ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Eh ben, le programme du jeudi, ça a été préparation de tout le paddock. Donc quand je dis paddock, c'est tout notre support paddock, c'est-à-dire on a un grand barnum avec un bar à installer dedans, toutes les cuisines, les frigos à remplir, etc. Donc on installe toute cette partie logistique pour pouvoir nourrir tout le monde pendant le week-end. Et ensuite, vers 15h, ils ouvraient les box et là on pouvait installer les box. Donc on a installé notre petite moquette sur le sol du box et puis après on a installé les 2 tonnelles derrière et puis après les mécaniciens ils prennent possession des lieux, ils se mettent comme ils l'entendent, ils organisent le box comme ils l'entendent et puis après on a récupéré les motos vers 18h et les mécanos ont commencé à bosser sur les motos à 18h. La vérité, c'est est-ce qu'on les a récupérées à 18h ces motos ? Pas vraiment. Bon, en gros, AJP Communication, ils rendent énormément de services. C'est un top partenaire, franchement. Et pour rappel, c'est eux qui vous ont sauvé l'année dernière sur la moto pour la déco. Ouais, et c'est eux qui faisaient la déco sur les motos cette année. Déco réussie, encore une fois. Merci à eux. Mais surtout, étant donné qu'ils rendent beaucoup de services et qu'ils sont très efficaces sur leur travail, mais ils en ont beaucoup, nos motos ont pris un peu de retard. Donc on les a récupérés. On les a ramenés vers 20h, il me semble. Ouais, vers 20h30. Donc vers 20h, il a fallu commencer la mécanique. Donc les gars, je crois, ils ont bossé dessus jusqu'à 1h parce qu'il y avait encore un petit peu de travail à faire dessus. Donc voilà. Mais bon, ça roule. Hein. Si on est qualif, c'est le principal. Ouais, ça fait quand même une petite dose de stress en plus pour l'équipe de pas avoir les motos à 18h même pour toi, pour le programme qui était prévu à la base. Ouais, c'est clair. Après, tout est stressant. Toute l'organisation, est-ce que les gens arrivent, à quelle heure ils arrivent. Le téléphone, il fait que de sonner parce que il y a un tel qui vient d'arriver. Tout le monde n'arrive pas au même moment, donc faut toujours aller chercher quelqu'un. Faut toujours lui dire où est-ce que c'est. Et puis il y a toujours une personne qui vient te reposer une question. Où est-ce que je range ça ? Comment je peux aider ? Comme ceci, comme cela. Et c'est que bienveillant, mais c'est beaucoup quoi. Le soir, t'es content de te retrouver tout seul dans ta chambre comme ça et hop, on respire. Ouais, c'est clair. Toi, t'as pu faire une vraie nuit de sommeil tranquille, loin de tout le monde. Ouais. Il faut savoir qu'à 22h, François est parti en courant. Il a dit c'est bon, j'en ai marre, je me casse. Bon, et sinon, c'était quoi le programme de ce vendredi ? Parce que c'était le premier jour. C'était les essais, les qualifs et les essais de nuit. Alors où on enregistre, on va partir sur les essais de nuit. Est-ce qu'il y avait que ça ou t'avais des choses à gérer sur le reste de la journée? Eh ben, étant donné que les motos sont arrivées très tard hier,
il y avait tout le contrôle technique à faire ce matin. Donc un premier passage fastidieux, compliqué, comme d'habitude hein, dans tous les cas. Ils trouvent toujours quelque chose à redire sur les motos, donc il faut négocier un petit peu avec eux, il faut bien discuter, et puis après on leur dit ok, on a fait ce qu'on avait à faire sur les motos pour les repasser au contrôle technique. Et là, elles sont passées toutes les deux sans aucun problème. On avait remis la barre droite pour eux, donc tout était bon. Ouais, est-ce que du coup sur le team, on a 2 motos, la 772 et la 773. Et la 773, c'était compliqué à cause d'une histoire de sabot, il me semble. Ouais, la 773. En fait, étant donné que c'est un 2 temps, on a le passage de pot bas et le corps du pot, là où c'est plus gros, il passe vraiment en dessous. Et pour mouler un sabot, pour créer un sabot, parce que le sabot, c'est nous qui l'avons fait de toutes pièces, ça nous empêche de faire remonter le sabot et vraiment le faire descendre. Du coup, ils estiment que l'huile, si jamais il y en a une casse moteur, que l'huile qui est dans le moteur ne pourra pas être contenue dans le sabot et va couler sur la piste. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont un petit peu embêtés. Bon, on a négocié, c'est passé. On est un petit peu bousculé quand même. Donc c'est une bonne chose déjà, le contrôle technique a été fait, on a fait les photos du team, enfin toutes les petites choses un peu à faire mais qui sont importantes, que ce soit pour les sponsors ou même pour vous en termes de souvenirs. Et ensuite c'était déjà l'heure des essais. Comment ça s'est passé de ton point de vue ces essais? Chaudement. Il a fait très chaud. C'est un calvaire cette température. Il y a beaucoup de vent. C'est vraiment fatigant la température et le vent en même temps, c'est vraiment fatigant. Donc après il faut s'organiser, il faut que l'équipe se rôde, ça crée quelques petites tensions de temps en temps. Mais le ton monte, redescend, on s'explique et après ça repart direct. Donc non, ça s'est bien passé. Faut juste que comme tout le monde ne se connaît pas encore, les automatismes ils sont pas encore là en fait, on crée l'équipe en amont avec un noyau dur, mais le week-end de la course, l'équipe est grossie et triple de volume, donc il faut apprendre à gérer avec les comportements de chacun, les idées de chacun, et puis après essayer de faire la meilleure recette possible avec tout ça. Ouais, dans l'ensemble, ça s'est quand même plutôt bien passé. On a eu des bons chronos au-delà du côté humain qu'il a fallu gérer et qui commence un peu à se mettre en place au final, parce que c'était les premiers essais avec, comme tu dis, autant de monde. Et en plus de ça, c'est bête, mais le fait qu'il fasse très chaud, ça aide pas parce que tout le monde se met à l'ombre des paddocks. En fait, tu te retrouves, tu tournes la tête, il y a 15 personnes derrière toi, tu comprends pas trop ce qui se passe. Mais en tout cas, pour les pilotes, les essais se sont bien passés. Ouais. Après, ouais, en termes de chrono pur, ça roule vraiment bien, ça roule vraiment fort, ça roule beaucoup mieux que l'année dernière. Il y a une nette progression, et tant mieux parce qu'on a investi un petit peu plus d'argent sur les motos. Donc, si certains ont gagné 2-3 secondes, c'est génial, quoi. On sait qu'on n'a pas travaillé pour rien au moins cette année, quoi. Ouais, parce que sur votre moto, je le rappelle, parce qu'il y a 2 motos, la 772 et la 773. Toi, tu roulais avec la 772. Le meilleur chrono cet après-midi, c'est fait en essai, c'est 1.6. L'an dernier, c'est bien en dessous de ce que vous avez fait l'an dernier. Il y avait Yann qui roulait en 1.6, il me semble. Qui n'est pas là cette année. Ouais, il n'est pas là cette année. Il avait fait un chrono en 1.6. Ça avait valu, c'est un beau chrono en vrai sur ce circuit. Mais étant donné qu'il y avait pas mal de pilotes de FSBK l'année dernière, ça ne nous avait pas classé au même rang que cette année. Et là, un chrono en 1.6, il nous classe 11e sur la grille de départ. Donc, un peu inespéré, mais trop fier. Enfin, pour le vivre de l'intérieur, en tout cas, c'est incroyable à vivre parce que tu ressens toute l'émotion des pilotes et puis même la pression que vous mettez, parce que vraiment, on pourrait se dire les 23h60, c'est quoi? C'est une course amateur. Et en fait, non, parce que tout le monde le fait de manière très professionnelle et on a envie d'avoir des très bons résultats sur nos motos. Donc, ouais, c'est ça. Ça reste la course. Le mot course, dans tous les cas, t'as envie d'être performant. Donc, même si ça reste amateur et bon esprit et qu'on est là avant tout pour s'amuser, prendre du plaisir, il y a quand même cet esprit de compétition qui est présent et en fait, même si tu dis, ouais, je veux juste franchir la ligne d'arrivée, t'as cette chose dans la tête qui te dit, non, en vrai, vas-y à fond et essaye de faire un résultat, quoi. Et en termes de qualif, du coup, on n'a pas encore la pré-grille qui a été publiée parce qu'on enregistre à chaud, quasiment un peu plus d'1 heure après la fin des qualifs. Mais du coup, sur le papier, comme tu disais, on est qualifié 11e. Alors, je dis on clairement parce que je passe les week-ends avec les garçons. Pensez pas que je m'approprie le team. 11e pour la 772 et 23e, si je dis pas de bêtises, sur la 21e ou 23e. Ouais, je crois que c'est 11 et 23 ou 11 et 21. Je sais plus. Ce qui est je sais plus pas pour mal, la module, mais c'est sûr que pour la XL, c'est 11e. Et est-ce que ces qualifs qui, comme tu dis, ont un résultat inespéré par rapport à ce que vous aviez estimé, ça change les objectifs que tu as pour les 2 équipes?
Non, les objectifs restent les mêmes. Ça reste top 15 pour la XL et battre le résultat de la moto de l'année dernière pour la Motule. Après, oui, les évidemment. Objectifs espérés sont autres. Objectif espéré, on espère toujours plus. Si on faisait un top 10, ça serait incroyable. Mais pour ça, il va falloir de la régularité, il va pas falloir tomber. Enfin, il y a plein de paramètres qu'on maîtrise pas et on verra en course. Mais si jamais il y avait un top 10, il y aura des surprises. Et j'ai vraiment hâte d'être dimanche 14h30 pour voir où on en est à ce moment-là. D'ici un petit 3/4 d'heure, on va partir sur les essais de nuit. Comment tu les abordes et qu'est-ce que t'attends de cette séance? Que ce soit pour le team, mais pour toi personnellement aussi, puisque tu pilotes. Juste profiter des essais de nuit, vraiment pas plus. C'est tellement rare de rouler de nuit en moto sur un circuit. Donc, prendre le temps de prendre de reprendre ses points de repère, les points de freinage, etc. À savoir que la nuit, ça change pas énormément. En fait, ici, le circuit, il est vraiment très, 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 très bien éclairé. Normalement, on devrait retrouver sensiblement les mêmes chronos de jour. Sachant que ça change quand même au niveau de la condition de température. Parce que tu roules à 22h30, donc le cagnard est pas le même, la température de piste est pas la même. Est-ce que tu peux rouler plus vite, tu penses? Ça arrive des fois qu'on roule plus vite dans ces conditions-là, parce que on a tendance à se détendre dans ces moments-là et à être plus détendu. Enfin, en essai peut-être pas, mais pour les 23h60, il est vrai, et c'est souvent le cas, que tes meilleurs chronos, tu les fais vers 4h du matin. Assez improbable. Au petit matin, en fait, t'as tellement roulé et t'es tellement dans la machine du truc que tu deviens détendu, en fait. Tu penses plus à rien d'autre que faut que je fasse ma demi-heure et ça se fait tout seul. Et en fait, on fait les meilleurs chronos à ce moment-là. Et pour le team, comme tu me disais, le team Motule a jamais roulé de nuit. Comment ils vont aborder ça? Comment vous avez anticipé le fait que c'est tout nouveau pour eux au final? Ouais, non, du coup, personne n'a roulé de nuit. Comme je le disais, c'est comme en plein jour au CIK, il est tellement bien éclairé. Mais qui dit éclairage dit beaucoup d'ombre. Comme il y a pas mal de fallots, faut être prêt des fois dans un virage quand on s'engage à voir une ombre qui arrive de derrière nous et qui passe devant nous. Et en fait, c'est notre propre ombre. Il faut pas se faire surprendre par ça. Mais sinon, je pense que dans l'ensemble, ils vont tous kiffer. Hein. On espère avoir des bons chronos aussi parce qu'ils sont vraiment pas mal. On en parlera plus tard, mais Manon, pour qui c'est aussi le début du championnat, a quand même bien réussi ses chronos ce week-end. Ouais. Donc c'est une bonne chance et c'est une nouveauté que ce soit pour elle ou pour les autres de toute façon. Et sur ce team plus particulièrement, enfin pas sur ce team mais sur cette moto, t'as Loris sur la moto 773 à qui t'as un petit peu entre guillemets délégué la gestion de l'équipe. Comment tu lui as délégué et qu'est-ce que tu lui as délégué puisque tu peux pas tout lui laisser non plus de ce côté. Loris est très réfléchi, très mature et il sait quand il faut prendre des décisions, il sait discuter avec tout le monde et prendre la bonne décision, je pense. Donc déjà c'est pour ça que je l'ai choisi lui. Et puis par rapport à son investissement et puis par rapport à des affinités aussi, on va pas se le cacher. J'ai vraiment confiance en lui, donc c'est pour ça que j'ai choisi. Et puis après, il a vraiment la responsabilité de l'équipe. Hein. Tous les choix qu'il doit faire, qui prend le départ et les autres choix, c'est moi une fois que le week-end est commencé, théoriquement, je lui laisse tout et c'est son équipe et c'est lui qui gère. Mais généralement, on fait quand même des points d'équipe à mi-journée et dans la journée, tous ensemble, les 12 pilotes, tous les mécanos. Et puis, on fait quand même pas mal de mises en commun où j'ai un petit peu la main dessus parce que je prends la parole pas mal. Mais sinon, autre que ces mises au point qu'on fait collectivement, Loris, il gère toute l'équipe de la 773. Ok, donc en fait, ouais, c'est vraiment, tu lui as tout délégué comme ton rôle, en fait. Ouais. Mais c'est pas mal parce que du coup, ça responsabilise aussi une partie de ton équipe, ce dont ils peuvent avoir besoin aussi parce que comme tu le disais dans le premier épisode, c'est des personnes qui sont jeunes, qui découvrent aussi tout cet univers où il y a des sacrées responsabilités derrière. Donc ton rôle de team manager, au final, se complète plutôt pas mal avec ce que t'as filé à Loris. Ouais. J'ai une dernière question avant de te laisser aller te préparer pour les essais de nuit, parce que c'est toi qui prends le premier relais.
T'as encore un bon 40 minutes. Ouais. Au niveau de la stratégie, puisque demain, le départ va se faire à 14h30, comment tu anticipes la stratégie en termes de relais, en termes de changement pour les faire rentrer au box, etc. Est-ce que tu en as parlé avant avec ton équipe ou est-ce que tu as demandé à des personnes de venir le faire, à qui tu as complètement laissé la main? J'ai laissé la main à 2 personnes. Antoine, un ancien collègue à moi, qui redevient collègue à moi lundi d'ailleurs. Enfin, qui redevient collègue à moi. Qui revient au travail avec nous mardi, parce que le lundi on travaille pas. Et son frère Seb, ils vont faire toute la stratégie. Donc pour l'instant, j'en ai pas encore discuté avec eux, mais eux ils ont déjà fait des points entre eux. Ils savent exactement, je sais pas si c'est exact, mais ils ont déjà des idées de la façon dont ils vont orienter leur stratégie de course et comment on va devoir décaler nos relais, puisqu'on ne pourra pas faire des ravitaillements de motos, les 2 motos dans le box, sinon on va perdre trop de temps. Donc c'est eux qui vont gérer ça. Et puis normalement tout va rouler, j'en tire vraiment confiance. Mais on espère. On va essayer de se retrouver de toute façon dans le week-end. C'est un peu compliqué en termes de timing pour trouver un endroit que ce soit calme en même temps et que tu sois disponible et que moi je sois disponible au final, parce que le panneau-taf ça prend pas mal de temps, plus que ce que je pensais. Mais c'est trop cool. En tout cas, je te dis merde. Pas bonne chance, j'ai pas envie de porter la poisse. Merci. Et on se retrouve dans le top 10 dimanche. Inch'Allah. Après François, je retrouve Loris, team manager entre guillemets de l'équipe 773. Loris, comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Déjà, bonjour, je m'appelle du coup Loris, j'ai 19 ans et je suis dans la même classe que François. Donc, on vient de valider nous deux notre bac avec tous les membres de la classe. Et ce rôle me convient bien parce que l'année dernière j'avais déjà été team manager. Du coup, je me retrouve encore à gérer encore ma petite équipe et ça me plaît bien. J'aime bien avoir des responsabilités, donc ça me convient parfaitement. C'est une demande de ta part de prendre ce rôle ou c'est vraiment François qui t'a proposé ou c'est comme un accord avec l'équipe? Moi, toute l'équipe était d'accord et c'est François qui s'est proposé que ce soit moi. Enfin, qui a proposé que ce soit moi. Et tout le monde était OK. Moi, c'est ce que je voulais, donc parfait. Qu'est-ce que ça implique? François nous a expliqué rapidement, mais moi j'ai envie d'avoir ton point de vue. Qu'est-ce que ça implique pour toi, ce rôle de gérer une équipe, que ce soit en termes de tâches ou en termes de pression personnelle, parce que ça a quand même une importance? En gros, en responsabilité, on a si un membre de l'équipe fait une petite bêtise, c'est moi qui vais en play, c'est moi qui vais devoir m'expliquer avec le chef de la course, avec le directeur de course. Et du coup, moi, je sais que j'ai une bonne équipe, il y a pas de souci vis-à-vis de ça. Donc j'ai pas une grosse pression, j'ai pas une grosse pression vis-à-vis de ça parce que mon équipe je la connais, on est tous bien, on a tous le même objectif et on s'entend tous bien. Donc sur ça, j'ai pas de stress vis-à-vis de ça parce que je leur fais confiance tout simplement. Donc ça c'est cool. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Et t'as quand même pris le temps de faire des réunions avec François avant, que ce soit sur la stratégie de ton équipe ou pas du tout? On s'est fait des réunions, oui, bien sûr. Il y a des soirs où on s'est appelé pour organiser globalement comment allait se passer la coordination ou ce genre de choses. Donc on a fait quand même des réunions pour qu'on se tienne au courant qu'on ait les mêmes pas les mêmes objectifs mais la même façon de penser pour gérer un groupe. Et comme François, toi tu pilotes une moto cette année, donc la 773. Personnellement, du coup, au-delà de ton rôle de team manager, c'est quoi ton objectif sur cette moto, au-delà du fait de vous classer mieux que la moto de l'année dernière? Est-ce que tu as un objectif un peu personnel concernant toi, tes performances? Moi, je me suis comme ciblé comme objectif de prendre un maximum de plaisir pendant la course et d'apprendre plein de choses. J'ai jamais fait de piste pendant la nuit, donc déjà ça va être une nouveauté. Dans 1 heure, on a les essais de nuit. Donc ça déjà, ça va être encore quelque chose que je vais apprendre, quelque chose que je vais aimer. J'aime bien, développer des compétences, m'améliorer sur certains axes. Et du coup, mon objectif, c'est ça pendant la course, c'est apprendre de moi-même. Parce que tu avais déjà fait des courses d'endurance comme celle-ci ou pas du tout? J'ai déjà fait 2 courses d'endurance avec mon père. C'était des courses de 6 heures sur des petites motos YCF. Donc c'est des motos qui sont bloquées sur une vitesse. Donc on n'a pas de changement de vitesse. Et c'était sur un circuit de karting indoor. Donc ça faisait vraiment que de tourner, c'était très physique. Et pareil, j'avais beaucoup aimé et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai envie de faire cette course-là. Et du coup, comme tu dis, c'était très physique. Donc est-ce que en sachant que les courses que tu avais déjà fait étaient très physiques, tu avais une prépa particulière pour cette course ou pas du tout? Je me suis préparé, oui, bien sûr. Ça fait quelques temps que je me suis mis à courir. Je vais mentir, je me suis pas non plus entraîné extrêmement.
Et ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je m'entraîne hors les journées de roulage qu'on a organisées avec l'équipe. Donc déjà je mange beaucoup plus sainement depuis quelques temps. J'ai arrêté tout ce qui était petit goûter à 16 heures en rentrant du boulot, etc. Donc déjà rien que ça, la nutrition c'est vachement important. Et un petit peu de sport de temps en temps, ça fait pas de mal. Ouais, c'est clair. En même temps, on le voit, hein, les pilotes de haut niveau ont tous une prépa assez drastique. Est-ce que, comme les pilotes de haut niveau, t'as des habitudes et je vais pas dire des rituels, mais un petit peu, en fait, avant de monter sur ta moto? En plus, j'ai une moto au quotidien. Je me déplace qu'en moto tous les jours. Du coup, j'ai tout le temps l'habitude de mettre par exemple, mon gant gauche en premier. Beaucoup de pilotes font ça aussi, mais quand je mets mon casque, je secoue ma tête à l'intérieur pour que mes cheveux se mettent bien. Enfin, je pense qu'après, j'ai ce petit truc que je fais tout le temps, mais c'est même pas un rituel, j'y réfléchis pas, ça se fait tout seul. Ouais, c'est des habitudes, et au final, c'est un truc qui presque te rassure de le faire dans ce sens-là, parce que c'est ta zone de confort, entre guillemets. Ouais, c'est ça, exactement. Et comment tu anticipes tes relais? Parce que quand t'as la tête dans le casque, tu sais que ça va être à toi. Est-ce que tu visualises le relais? Est-ce que t'as une manière de l'anticiper? Moi, j'ai une manière de me préparer. J'aime bien m'échauffer un petit peu avant. Monter le rythme cardiaque avant de monter sur la moto, c'est parfait. Ça évite de s'échauffer pendant qu'on roule. Surtout pendant une course, on n'a pas le temps faut déjà qu'on soit prêt au premier tour. Donc j'aime bien m'échauffer un petit peu. Et, m'habiller avant, et j'ai pas tellement besoin de faire des tours dans ma tête ou pour m'échauffer, ou je sais que des pilotes font ça. Ils s'imaginent rouler dans leur tête. Mais je fais pas tellement ça, juste je m'échauffe, j'aime bien être tranquille, et voilà. Après je prends la moto et ça se passe comme ça se passe. Ouais, ça se passe plutôt pas mal pour le début du week-end. Oui, c'est content de l'équipe. Il y a une petite particularité dans cette participation cette année, c'est que dans ton équipe se trouve ton papa, donc Christophe. Pourquoi? Tout simplement, pourquoi ton père? Puisque c'est quand même une équipe assez jeune, entre guillemets, sans dire que ton père est vieux. Ça reste ton père, donc quand même. Pourquoi lui dans cette équipe, et qu'est-ce que ça te fait de rouler avec ton père, tout simplement? Déjà, j'ai une très grande fierté, parce que rouler avec son père, je pense qu'il y a pas grand monde qui peut le faire, et qui a eu l'occasion de le faire. Là, c'était l'année parfaite pour le faire, parce que lui, il fait pas mal de vélo, il s'entraîne, tout ça, et je savais que physiquement ça allait être bon. Et il aime bien, il fait aussi de la moto en track day, donc en loisir, donc il fait déjà pas mal de motos. Il s'entraîne, il a fait plus de roulage que l'équipe cette année, donc en moto il en fait plus que nous. En vélo, du coup, il se débrouille bien. Donc, c'était pas facile, parce que bien sûr, il est pas jeune, ça demande beaucoup d'investissement, c'est la première course de moto qu'il fait. En plus, il est 24 heures. Et commencer pour une première fois sur une course d'endurance de 24 heures à 56 ans, je peux comprendre que c'est pas simple. Donc, c'est pour ça que je suis super fier de lui. C'est fou, je suis très content de rouler avec mon père, c'est magique. Ouais, j'imagine que c'est plein d'émotions, et c'est assez drôle parce que, pour le voir rouler, il a tendance à dire que c'est pas fou, alors qu'il faut des chronos aussi bons que vous. Et je trouve ça vraiment génial, parce qu'il y a une espèce il est humble dans sa manière de le faire, en fait. Et ça se ressent un peu, et il y a une petite fierté aussi de le voir. Je pense qu'il nous en parlera, si j'arrive à l'avoir au micro, il nous en parlera, mais c'est assez drôle parce que je comprends la fierté que toi tu peux ressentir, et en même temps ça se ressent à travers lui et sa façon d'être dans le paddock. Tout à fait. En plus, il est de bons conseils, il est de bonne ambiance, il roule très bien, et pour l'instant, il est c'est parfait, c'est juste pile ce que tout le monde voulait, et c'est pile ce qu'il voulait aussi, je pense. T'as l'air très fier de ton père, c'est trop mignon. Merci Loris, je vais te laisser aller te préparer aussi, parce que c'est toi qui prends le premier relais de nuit. C'est ça. Donc il y a plein de choses à faire, comme tu viens de nous l'expliquer. Et on se retrouvera peut-être dans le dimanche pour les résultats de ton équipe. Exactement, ça marche, merci bien. Merci à toi. Je retrouve Antonin, un des pilotes du team et le crack de la mécanique, comme François a tendance à le dire, dans une ambiance un peu particulière parce qu'on est assis par terre au milieu d'un box vide avec des motos qui tournent autour, donc peut-être qu'on va pas s'entendre. Antonin, comment tu vas en ce dimanche d'après-course ? Alors ça va, un peu de fatigue après cette course, mais sinon content d'avoir fini la course.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement du coup? Alors je m'appelle Antonin Baudin, j'ai 18 ans, je viens de passer mon bac mécanique moto au Mans, dans l'école du coup du CFA CCI du Mans, dans la classe de François et du reste de la team BRT 72. Vous avez tous eu, je le rappelle parce que c'est important quand même. Bac, c'est ça. Il y avait une vraie pression sur ces motos qui passent la ligne d'arrivée x2. Et oui, du coup, les motos, les 2 motos ont passé la ligne d'arrivée aujourd'hui. Antonin, est-ce que tu peux nous dire, l'année dernière, toi tu faisais partie de quel team? Est-ce que tu roulais ou est-ce que tu faisais partie de mécano? Alors, moi l'année dernière j'étais mécano au sein du team ART 72 parce que j'avais aucune expérience en tant que pilote. J'avais jamais roulé de moto de route. Donc j'avais été dédié en mécano et j'avais pris ce rôle très à cœur et ça me convenait et j'étais vraiment content de pouvoir participer dans la course dans ce rôle-là. Voilà. Et cette année, c'était une envie de ta part de rouler ou t'avais envie de faire de la mécanique et on t'a proposé de rouler? Cette année, c'était un peu différent parce que l'année dernière, l'objectif, c'était d'engager une moto, 6 pilotes, donc 4 mécaniciens. Et on a pris du coup plusieurs pilotes de la classe, certains youtubeurs pour faire de la visibilité. Et cette année, vraiment, l'objectif, c'était de faire rouler du coup 2 motos, donc doubler l'objectif. Et donc faire rouler un maximum de personnes de la classe. On n'a pas réussi à faire rouler tout le monde parce qu'il y en avait qui étaient moins impliqués dans le projet, mais les personnes impliquées ont pu, avec de l'entraînement, rouler cette année. Et du coup, toi, est-ce que l'année dernière, pendant la prépa, t'avais quand même eu l'occasion de rouler sur piste ou t'as vraiment commencé cette année un peu comme les garçons ont fait l'an dernier avant la première course? L'année dernière, on était vraiment que en mécano, on s'entraînait que pour ça. On préparait la moto pour que les gars s'entraînent, on était vraiment ric-rac au niveau temps. Donc les gars se sont entraînés fin d'année, on s'est entraînés nous aussi en tant que mécano fin d'année. Et après on a pu essayer les motos après la course des 23-60 de l'année dernière. Et donc ça a motivé et ça donnait envie de faire la course cette année forcément. Après cette année on a eu plus d'entraînement que les gars l'année dernière et c'était je pense bénéfique parce que les chronos étaient un peu mieux cette année que comparé à l'année dernière. Vous avez des chronos qui étaient assez similaires à ce que vous aviez fait dans les meilleurs chronos l'an dernier. C'est ça. Parce que vous, vos meilleurs chronos dans ton team, c'était Mathéo avec 1,06. C'est ça, 1,06, alors que l'année dernière, les chronos, ça tournait plutôt dans les 1,9, 1,10 en régulier, alors que là, ça a réussi à descendre quand même une seconde, quasiment une seconde en dessous, donc c'est pas mal pour des personnes qui ont quasiment autant d'entraînement. Mais après, ouais, si c'était... après, c'est l'endurance, il faut que ça tienne, il faut pas tomber aussi, il y a tout ça qui est pris en compte. Et là, cette année, on n'a pas eu de chance sur une des 2 motos qui a eu plusieurs problèmes mécaniques, moteurs, électriques et tout ce qui suit. Et comment toi t'appréhendais la course? Parce que là on est dimanche, c'est passé, mais qu'est-ce qui se passait dans ta tête vendredi avant de prendre les premiers essais et en sachant que y avait le départ le samedi? Est-ce que tu stressais? Est-ce que tu y allais serein? Personnellement, moi j'étais assez serein parce que j'ai fait ma semaine de travail avant, j'étais un peu concentré aussi dans ce que je faisais au travail et tout, donc pas trop eu le temps de penser à ça. C'est vraiment arrivé au circuit qu'on se rend compte, on se met vite dans le bain et on rentre vite dans la boucle quoi. Il faut se préparer, il faut aller rouler et les premiers roulages un peu de stress au départ, mais ce stress c'est les essais. Au début il y a un peu entre guillemets le droit à l'erreur, donc tu roules, tu te fais plaisir, tu prends tes marques et après au final ça vient tout seul et le rythme il se fait et tu trouves un rythme de roulage où tu prends pas de risque et tu fais rouler la moto et tout se passe bien. Et est-ce que toi, avant de prendre tes relais, puisque on le rappelle, les relais c'était une demi-heure par pilote maximum, vous étiez 6 pilotes donc vous aviez environ 2h30 de pause entre chaque relais. Est-ce que tu avais une manière de visualiser ton relais, de le préparer ou des habitudes pour des petites superstitions? Tu vois, par exemple, c'est ce que je disais à Mathéo quand je l'ai eu au micro, c'est que par exemple Loris m'expliquait que lui il mettait toujours son gant de tel côté, qu'il mettait sa tête d'une certaine façon dans son casque pour mettre ses cheveux, c'était des petites habitudes comme peuvent avoir en vrai les pilotes de MotoGP et d'autres teams, mais soit auxquels tu penses, soit qui sont habituels et auxquels tu penses même plus. Pas particulièrement. Moi, après mon relais, je sais que
Je me changeais, je buvais un coup, j'allais me reposer, pas plus de 20 minutes. Après, bien manger, essayer de bien boire. Et après, aller regarder les copains et se rechanger. Et la boucle est recommencée comme ça. Au début de la course, ça se passait bien, c'était comme ça que ça roulait. Et puis après, il y a eu du coup l'incident de la boîte de vitesse à 3h du matin, où j'ai appris ça pendant du coup une sieste après un relais. Et du coup, je suis venu sur le fait, quoi. Oui, parce que je le rappelle, c'est ce que François m'expliquait quand on s'est eu la première fois dans le premier épisode. Ce que moi j'ai ressenti aussi juste à travers ce que partageait le team sur les réseaux et en te voyant au final vendredi traîner dans le box et même jeudi quand on a commencé à préparer, c'est que toi t'as un attrait très particulier pour la mécanique qui est un peu exacerbé par rapport à d'autres du team, et c'est toi qui avais préparé les moteurs. Donc est-ce qu'il n'y avait pas une petite frustration pour toi de les voir bricoler la moto pendant le week-end et toi la tête dans le casque les voir par exemple préparer toutes les petites urgences qu'il y avait? Est-ce qu'il n'y avait pas des moments où tu avais envie de mettre la main à la pâte et de leur dire au-delà de la panne moteur, les gars, laissez-moi faire, je sais faire? Non, au contraire, j'étais content parce que en amont on a pu préparer les motos ensemble, donc certains petits points on a pu mettre des stratégies en place ensemble. Les motos, je savais qu'ils les connaissaient, ça aussi ça me faisait peur parce que quand t'es entre guillemets mécano et tu sais comment ça fonctionne, tu sais plus ou moins faire, et bien quand tu mets cette moto là entre les mains de quelqu'un d'autre et après c'est toi qui roules dessus, il peut toujours avoir l'éventualité d'une roue mal serrée, d'un disque, enfin quelque chose de sécuritaire, de mal mis, ce qui peut engendrer ta sécurité sur la piste. Donc forcément, oui, il y a, ils ont nos vies entre leurs mains quand ils travaillent sur les motos. Et oui, c'est la frustration. Forcément, les moteurs, du coup, j'ai pris en charge de faire les moteurs. Je les ai faits et quand du coup j'apprends qu'il y a une casse moteur, forcément, oui, c'est frustrant aussi pour moi. Et moi, à la base, j'étais passionné de mécanique moto avant d'être passionné de moto, et c'est ça la grande différence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de moto, mais être passionné de moto et être passionné de mécanique moto, c'est pas la même chose en fait. Et moi, avant tout, avant de piloter, c'est entre guillemets rouler, c'est vraiment le Graal, c'est entre guillemets après, mais j'ai commencé vraiment par apprendre et faire de la mécanique moto avant de rouler et d'avoir même une moto, quoi. Déjà, je te confirme que pour le coup, la méca moto et être fan de moto, c'est complètement différent, parce que j'adore les motos. Je peux passer mon temps à regarder ça et à vous crier dessus pour que vous ayez plus vite dans la piste. À côté de ça, je suis incapable de t'expliquer mécaniquement comment ça fonctionne. Que ce soit des 2 temps, des 4 temps, j'ai des potes qui s'arrachent les cheveux pour m'expliquer comment ça fonctionne. Mais en effet, c'est 2 choses complètement différentes, et toi, ça se ressent vraiment. Et comme tu dis, quand t'as appris la panne, moi j'étais dans le box au moment où t'es arrivé, ça se voyait sur ton visage, il y avait un moment à la fois de panique et d'incompréhension de ce qui se passait et de qu'est-ce que vous avez fait avec mon bébé. C'était clairement un peu ça. Mais oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis arrivé et oui, cette incompréhension. Je suis arrivé, je vois la moto désossée avec le moteur à côté, et du coup, j'apprends avant sortie de mon réveil, parce que du coup, j'avais fait ma petite sieste, et là, je me réveille et j'apprends ça. Donc forcément, je viens directement au box, et là, je vois ça. J'essaye de prendre le maximum d'infos. Du coup, je reste au début un peu dans mon coin voir, et puis après, je vais sur le tas et je demande au mécanicien, et on commence du coup à démonter le moteur pour voir le problème. On trouve le problème, on résout le problème, et la moto repart. Donc grande satisfaction. Les proches qui venaient nous soutenir, tout le monde, toute l'équipe contente que la moto ressorte. Certes, en perdant beaucoup de place, mais la moto est repartie. Et malheureusement, 2h30 après, un autre problème dans le moteur qui arrive. Bon, voilà, c'est une pièce qui est cassée, ça peut arriver. C'est les 2 pannes, c'est vraiment du pas de chance, quoi. Et donc, nous, notre objectif, notre team, c'est Apprenti Racing Team. On est des mécano-moto à la base. Donc, quand on a préparé le projet ensemble, l'objectif de base, c'est quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tant qu'on a de la pièce, on répare la moto et on finit cette course. C'était l'objectif de base.
Après les top 10, top 15, top ce qu'on veut, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais à la base c'est préparer une moto, relever le défi d'utiliser en 2 temps, ce qui est pour beaucoup, je pense que c'est des motos moins fiables que du 4 temps, moi je pense pas, et finir la course, et donc là l'objectif pour moi il est atteint, parce que même si on a eu 1000 péripéties et des problèmes électriques, des problèmes moteurs, des problèmes de gaz de pied suite à des chutes, mais au final la moto elle est entière et elle a fini la course, elle a fini les 24 heures quoi. Et elle fait des ruptures à la fin. Et en plus elle marche encore à la fin, elle est toute neuve. Et toi tu roulais sur la station 72, donc celle sur laquelle il y avait des soucis, mais comment t'as vécu ton week-end de course, puisque c'est toi qui as passé la ligne d'arrivée à la fin, comme Mathéo, vous avez pu passer la ligne d'arrivée côte à côte, de samedi 14h30 à dimanche 14h30. Alors au départ forcément un peu stressé, on voit du coup notre moto partir, la moto, la deuxième moto de l'équipe, donc on n'a pas envie que les motos tombent, on veut que les motos avancent. Bon, une petite chute au départ pour les 2 motos, il me semble, il y a eu des chutes au début. C'était des petites chutes, donc ça s'est vite réparé et c'est vite reparti. Donc ça c'était super. Après les relais se sont enchaînés, ça tournait bien. Personnellement j'ai réussi à faire mes relais de 30 minutes. Premier relais, forcément le temps de se mettre dans le bain. Avec le stress, le souffle il est un peu coupé. Donc il faut essayer de bien respirer pour tenir les 30 minutes, parce que c'est quand même répétitif et physique malgré tout. Et ensuite deuxième relais beaucoup moins stressé forcément, et après ça déroule, ça s'est bien passé. Du coup jusqu'à mon dernier relais à 2h30 du matin, où Goran avant m'avait prévenu qu'il a senti des vitesses se passer toute seule dans la ligne droite. J'ai pris la moto, moi j'ai roulé, j'ai rien senti de particulier. Après j'ai roulé 20 minutes sous safety car. C'est peut-être ça aussi qui m'a fait pas voir le problème. Surtout que c'est très long, 20 minutes sous safety. Ouais, c'était vraiment long les 20 minutes sous safety car. Il y a un pilote malheureusement qui est tombé dans un virage. Le safety car a tourné un bon moment sur la piste. Ensuite François du coup a pris la moto et c'est là qu'il est arrivé l'incident. Voilà. Ok, et c'est plutôt une bonne nouvelle que tu aies passé des bons relais. Quel était, pour finir un petit peu là-dessus, parce que si on nommait les problèmes techniques, les motos ont passé la ligne. C'est ça. Et tu as passé la ligne. Oui. Est-ce que c'était une émotion particulière pour toi de passer la ligne, et c'est bête, mais de passer la ligne d'arriver avec ton pote, avec la seconde moto, et d'avoir un peu la récompense de toute cette prépa que tu as pu faire ces quelques mois avant la course? C'est ça, c'est François à la fin, on se demandait, parce qu'on s'est dit on répare la moto, mais est-ce qu'on repart que pour les 5 dernières minutes, ou est-ce que si vraiment on arrive à la préparer avant, on finit de rouler? Et on s'est tous dit la moto elle roule, donc pourquoi pas rouler, donc on roule. Et il m'a proposé du coup de prendre l'arrivée, parce que du coup j'avais cette nuit remonté le moteur avec les mécanos, alors qu'à la base j'étais pilote, et qui m'a dit si t'es chaud, tu fais l'arrivée avec Mathéo. Et j'ai fait je suis carrément chaud, donc let's go. Et du coup on a pris les motos tous les deux à la fin. On a réussi à se retrouver sur la piste pour passer la ligne d'arrivée tous les deux main dans la main. Pour le coup c'est vrai. Donc franchement c'était vraiment cool. Après même le fait de saluer les commissaires, sachant que du coup j'ai eu l'occasion ces dernières années avec grâce à François de faire commissaire au GP, aux 24 heures du Mans. On sait le boulot que c'est, donc de tenir autant de temps. Les courses d'endurance c'est long, en tant que commissaire franchement le temps il passe doucement. Donc de pouvoir les saluer, d'être resté là tout le week-end à être un veille à notre sécurité, c'est franchement cool. Du coup mais c'est important de les saluer. Beaucoup de pilotes ne le font pas, mais moi ça me tenait à cœur. C'était important, et c'était vraiment émouvant en plus de ça de vous voir tous les deux avec Mathéo. Mathéo a passé la ligne d'arrivée. Après, il y en a un de vous deux qui est meilleur que l'autre, on dira pas qui, mais si je le dis en enregistrant avec toi, je pense qu'on sait de qui je parle. C'est une blague, évidemment. Donc c'était vraiment une certaine émotion, en tout cas de vue de l'extérieur, et ça avait l'air d'être le cas pour vous, et de ce que tu m'en dis, c'était le cas. En tout cas, c'est important de savoir que tu as passé un bon week-end. Ouais, le week-end était vraiment incroyable. Et surtout merci d'avoir pris le temps de venir nous raconter un peu ton expérience au micro, parce que c'est toujours
intéressant. François est toujours quelqu'un de très passionnant, mais c'est pas le seul membre de l'équipe et il est le premier à le dire. Il est le premier à vous renvoyer vers mon micro. Donc ouais, c'était important pour moi de vous avoir. Je te remercie fortement d'avoir pris le temps de venir répondre à toutes mes questions. Merci à toi aussi d'avoir posé ces petites questions et c'est franchement cool que tu étais là tout le week-end avec nous, quoi. Pour nous soutenir, à faire du panotage. Et ce que tu as fait, c'était vraiment cool. C'est trop mignon, ils vont me faire pleurer. Merci. Cool. Merci beaucoup, Antonin. Et puis, on se retrouve l'année prochaine, du coup. Bien, l'année prochaine. Ce que je disais à François, je vais installer mon tabouret pour panoter, je vous attends. À l'année prochaine, je suis chaud. On se retrouve maintenant avec un petit décalage, évidemment, vous vous en doutez, puisque de toute façon, c'est compliqué de pouvoir enregistrer tout d'un coup sur une course en direct. On se retrouve avec Envel, le chef mécano du team ART72, qui avait pour mission de superviser ces deux équipes de mécanos sur les deux motos. Comment tu vas, Envel? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Très bien, fatigué après toutes ces journées de course et de nuits de course. Mais ça s'est très bien passé. Moi, pour savoir qui je suis, il faut savoir que à la base, je ne viens pas de la moto. J'ai fait un BTS il y a 1 an de ça en poids lourd que j'ai eu. Et aujourd'hui, je passe mon BTS en alternance en moto. Et c'est ça qui m'a amené au team ART. Ok, du coup, tu étais dans la même classe que les garçons Non, je suis pas dans la même classe parce que moi, je passe un BTS et eux passent un bac. Mais comme j'avais du temps libre dû au fait que j'avais déjà un BTS, je me retrouvais aussi en même temps au CDR avec eux, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance ensemble. Ok. Alors vous vous doutez que vous allez entendre des bruits de moto autour, parce que tout le monde est en train de ranger les box, ranger les camions et tout ce qui va avec, donc ça risque d'être un peu peut-être inaudible. On espère que non, mais on essaye. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement pourquoi le choix a été fait de te mettre chef mécano? Est-ce que c'est toi qui a proposé à François ou c'est lui qui t'a demandé de l'être? Alors c'est pas du tout moi qui l'ai proposé, à vrai dire avec les gars on m'a demandé d'être mécano au tout début, chose que j'ai accepté avec plaisir. Je me suis rendu plusieurs fois chez Maxence pour préparer les motos. On a passé deux jours par week-end en général à préparer les motos, à faire du mieux qu'on pouvait pour la course. Et je pense que c'est la rigueur que j'ai essayé de mettre en place qui les a amenés à ce choix-là. Et jusque-là, je connaissais pas tous les mécanos, j'en connaissais que 2. Étienne et Mathis, avec qui j'ai déjà travaillé sur les motos pendant les essais et le week-end pour préparer les motos. Et c'est eux qui ont fait part à François d'être sur la même moto que moi, parce qu'à la base moi j'étais pas du tout chef mécanicien, donc eux voulaient travailler avec moi. Et puis après on a eu plusieurs mécanos qui se sont rajoutés, et puis on a eu 2-3 galères avec des mécanos qui n'ont pas pu venir au dernier moment. On a dû se réorganiser juste la semaine avant la course, et du coup on a fait quasiment tout ce qu'on est. Je connaissais 2, mais pour la plus grosse partie on se connaissait pas très bien. On a fait vraiment connaissance pendant la course. Et ça a plutôt bien roulé puisqu'on a fini par réparer des motos en pleine nuit. Ça, tu vas nous raconter rapidement après. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer quelle était la prépa mécanique pour cette moto? Qu'est-ce que tu as anticipé en amont et comment tu as essayé d'anticiper au maximum les pannes mécaniques que tu pouvais avoir pour vous simplifier la vie, tout simplement? Parce qu'il y a quand même tous les relais à prendre, etc. sur une course de 24 heures. Alors déjà en amont, moi ça fait 2-3 semaines que je sais que je suis chef mécanicien, donc pendant les préparations, pendant les essais, j'ai pas eu cette anticipation là du tout, mais on essayait d'avoir des caisses avec par exemple des platines gauche pour les repose-pieds, platine droite pour les repose-pieds, essayer d'avoir des caisses avec chaque pièce a sa caisse, et on sait où chercher quand on a besoin des pièces, et pas chercher dans un tas de fouilles pour réparer une moto et perdre du temps à chercher des pièces. Donc déjà principalement ça, et puis après pendant la course on a mis en place une petite feuille qu'on mettait à jour à chaque fois pour chaque relais, parce que avec la fatigue etc on est amené à oublier des choses, donc on a noté à fur et à mesure au prochain relais ce qu'on avait à faire. Juste avant chaque relais, 5 minutes avant chaque relais en général,
J'essayais de faire réunir tous les mécanos, qu'on ait notre tâche bien définie, que tout le monde sache ce qu'il est à faire, et pour que ça se déroule au mieux et puis qu'on soit le plus efficace. Et parmi ces tâches, il y avait par exemple l'essence, mais c'était quoi les tâches des autres garçons? Puisque pour rappel, du coup, vous étiez 6 sur les motos. Il y avait 2 motos, donc 3 mécanos par moto. Au final, ça a plutôt tourné. Vous avez quand même travaillé tous sur les motos, en fait, tout simplement. Oui. Donc comment t'avais réparti les tâches et quelles étaient ces tâches? Bah, à vrai dire, personne n'avait vraiment de tâches bien définies. On essayait de garder à peu près les mêmes parties de moto, dirais-je. Par exemple, pour les changements de pneus, on s'est entraîné, moi et Martin à l'arrière, et Étienne et Mathis à l'avant, on s'est entraîné comme ça. Donc pendant les changements de pneus, on a fait comme ça aussi. Après, Étienne me donnait un bon coup de main aussi sur l'organisation pour on checkait juste avant de faire justement la petite réunion avec tous les mécanos. On se mettait tous les deux, on se concentrait sur ce qu'il y avait à faire, ce qu'on allait faire et quand. Et je sais plus de quoi on parlait. des rôles que chacun avait sur la moto. Oui. C'est normal, on vient de se taper quasiment 72 heures sans vraiment dormir. C'est normal d'être fatigué. Donc oui, dans les rôles, en fait, on les établissait 5 minutes avant chaque relais. On les établissait pas avant parce que ça sert à rien de charger les esprits de tout le monde. Faut réussir à garder l'esprit libre le temps que la moto roule pour se reposer déjà mentalement et puis pas se mettre de la pression pour rien, quoi. Donc juste avant chaque relais, on définissait le rôle de chacun, la position, et puis on s'organisait comme ça. Et dans les rôles, t'avais la réception de la moto du mécano sur le tapis, l'essence, les niveaux, et réparer de toute façon toutes les petites réparations techniques qu'il pouvait y avoir. C'est ça. Donc on a essayé en début de nuit, avant d'avoir trop de problèmes, d'avoir un roulement de mécano, qu'on y en ait un qui aille faire une sieste de temps en temps. Et donc avec ça, on s'organisait. Donc par exemple, je veux dire, Étienne fait la pression à l'arrière, Martin fait la pression à l'avant, on a une autre personne au mano s'il y a besoin de rajouter de l'air, et Mathis à la béquille par exemple. Et on essayait d'avoir chacun toujours faire la même chose, même si c'était pas tout le temps possible au début, parce qu'on essayait d'avoir un roulement de mécano. Ok, ça a plutôt bien marché au final. Dans le week-end, du coup, la course a commencé au moment où on enregistre, on est dimanche dans l'après-midi. On a passé la ligne d'arrivée il y a environ 1 heure. Donc hier, il y a un peu plus de 24 heures, la course se lance. Techniquement, on sait qu'il y a eu beaucoup de soucis premièrement sur la moto 773, donc celle avec les pilotes qui n'avaient pas roulé l'année dernière. Quelques chutes, alors qu'il n'y en avait pas eu en essai. On a vu un souci de sélecteur, un souci de guidon, un des pilotes se faire accrocher le pot d'échappement. Sur cette moto, c'est quoi le plus gros défi pour toi que vous avez eu dans ce week-end? Parce qu'au final, c'est celle qui s'est mieux classée. Bah, à vrai dire, au début, c'était pas vraiment la moto avec le meilleur objectif. Cette moto, on avait plus un objectif top 20 et la XL, donc la 772, un objectif top 15, top 10. Mais oui, donc le plus gros défi, en fait, en début de course, on a eu beaucoup de chutes. Le plus dur, c'était de désigner ce qu'il y avait à faire sur la moto pour préparer par exemple, platine droite, platine gauche, demi-guidon, sortir tout le maximum d'outils pour perdre le moins de temps possible et donner une tâche à chacun pour que chacun ait sa tâche et qu'on se marche pas dessus à essayer de faire 2 fois la même chose. Puis voilà. C'est pas mal. Dans le week-end, on a eu donc techniquement la 773, on pensait que ça allait être celle la plus compliquée puisque en début de relais, il y a eu énormément de chutes, quasiment une chute par relais. Au final, il s'avère que celle qui a été le plus compliquée, c'est la moto que vous aviez déjà l'année dernière, la 772, sur laquelle il y a eu un gros souci en pleine nuit alors qu'on était top 14 et tout roulait comme sur des roulettes. Top 13 même, il me semble. Ouais, moi c'est au moment où je suis tentée d'aller dormir. Vraiment, je conseille pas ce genre de réveil. Du coup, on a eu un problème, une casse de boîte de vitesse qui s'est reproduite à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement, techniquement et mécaniquement, ce qui s'est passé pour vous à partir du moment où François prend son relais et fait son high side? De mémoire, François prend le relais, il chute aussi à ce moment-là.
La moto reste immobilisée pas mal de temps sur piste. Les commissaires ont du mal à la repousser avec François. La moto, on la met devant le box, on essaye de repasser les vitesses, on n'arrive pas à passer les vitesses. Donc à ce moment-là, on rentre la moto dans le box, on prend 2 secondes, on réfléchit avec les gars, on prend la décision de vidanger la moto, d'ouvrir le carter d'embrayage pour constater s'il y a quelque chose qu'on voit. Sur les 125 NSR, on a l'avantage d'avoir une petite trappe de visuel sur toute la partie pignonnerie boîte. On a constaté qu'il y avait des pignons qui étaient bien endommagés. Et là, s'ensuit de mémoire 3h45 de mécanique non-stop avec déjà une bonne fatigue. C'était ultra impressionnant de vous voir tous les 6 autour de cette moto et au final tous les 7 puisqu'Antonin, un des pilotes, vous a rejoint puisque c'est autorisé dans le box que les pilotes bricolent sur la moto. C'était vraiment impressionnant de moi de l'extérieur de vous voir avec le marteau en train de sortir les trucs du moteur. Enfin, c'était vraiment 3h30 pour vous intense et au final la moto repart. On arrive à repartir, tout le monde peut souffler et finalement au moment où Antonin prend son relais, elle cale dans la pit lane pour un souci d'électronique. C'est ça, je voudrais revenir sur la partie d'Antonin qui est venu nous donner un coup de main parce que faut savoir qu'Antonin a préparé tous les moteurs auparavant, c'est lui qui a monté tous les moteurs. Donc il les connaît par cœur. Moi j'ai personnellement une NSR aussi, et donc je connaissais le moteur aussi un peu comme ma poche. Et il nous a donné un coup de main également sur les pièces qu'on avait en stock, chose que je ne connaissais pas par cœur non plus, parce qu'auparavant on n'a pas eu le temps de faire le point, ou on n'a pas pris le temps plutôt à vrai dire. Et le coup de main de Antonin, moi et Martin, on s'est mis tous les 3 sur le moteur et c'est vrai que d'être à 3 sur le moteur, à connaître et être ordonné, ça nous a permis de réparer la moto en un temps plutôt correct, je dirais. Et il faut savoir aussi que pendant ce temps-là, on avait la 773 qui roulait encore. Donc les autres mécanos ont dû s'occuper de la 773 en sachant que c'est eux qui ont dû prendre les décisions, etc. Comme nous on était nés dans le moteur, on pouvait pas réorganiser le truc et tout ça, et chose qu'on n'avait pas du tout fait pendant la course. Ils ont réussi à s'organiser parfaitement, la moto n'a pas eu de problème, je crois bien que même la moto a chuté pendant la réparation moteur, et ils ont géré le truc au top, et c'était vraiment génial. Ouais, pour le coup, t'as vraiment une équipe qui roule sur ce relais. Enfin, encore une fois, vu de l'extérieur, c'était vraiment impressionnant. Vous faites un taf de dingue. Et comme je le disais, Antonin est reparti, la moto a calé, vous avez eu un problème d'électronique, vous réglez le problème, et à nouveau, François prend son relais et la boîte de vitesse, mais fendue en 2. Je crois que c'est François qui nous porte la poisse. Hein. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là quand tu sais que François tombe et que là on t'indique que c'est encore le même souci? Alors à la base, on ne sait pas ce qui se passe sur la moto du tout. Donc la moto rentre au box parce que on n'arrivait pas à passer les vitesses du tout, donc on la remet au box. Pareil, hein, comme la première fois, on reprend une petite pause très courte, mais pour se poser, savoir ce qu'on fait. Les esprits commencent à se démotiver un petit peu à ce moment-là. Forcément, on avait déjà une bonne partie de la course dans les pattes, la fatigue commence à se ressentir. On décide de vidanger la moto, on réouvre le carter d'embrayage, et à ce moment-là, je constate que donc toute la partie embrayage bouge, et en fait il s'avère que c'est l'arbre primaire de boîte qui s'est sectionné. On ne sait pas vraiment pourquoi, on pense à un défaut de matière, on n'a pas des boîtes neuves non plus, donc on sait jamais trop comment elles ont vécu les boîtes avant. Et à ce moment-là, les esprits sont un peu démotivés. J'ai François qui vient me voir, et puis je sais plus exactement comment il me le dit, mais il avait un petit peu le moral dans les chaussettes. Et donc à ce moment-là, il nous dit on répare la moto pour rouler une demi-heure avant l'arrivée, et
et la faire passer la ligne d'arrivée. Et il s'avère que avant la course avec François, on a eu une discussion et on s'était dit, on lâche rien, on va jusqu'au bout. Et elle passe la ligne d'arrivée, cette moto. Et c'est ce qui s'est passé au final. C'est ce qui s'est passé avec votre travail de malade, puisqu'au final, comme tu dis, il y avait l'idée, c'est vraiment un bonheur, les pocket bikes, quand on enregistre. Donc il y avait l'idée potentielle de ne faire partir la moto qu'à 14 heures pour faire un dernier relais pour qu'elle passe la ligne d'arrivée. Et au final, de par la motivation, la sienne et celle des mécanos, qui avaient passé quasiment 6 heures sur ces moteurs, quand tu prends le temps cumulé, plus l'envie des pilotes aussi de pas laisser tomber, parce que l'idée, de toute façon, ce qui s'était dit, c'est de ne pas abandonner, c'est qu'au final, vous avez repris le relais quasiment 4 ou 5 heures avant la fin de la course. Donc on savait qu'on était très loin, qu'on était P40, donc concrètement fin de classement, qu'on avait 200 tours de retard sur les premiers. Et au final, les pilotes ont repris pour des tours plus courts, pour des relais de un quart d'heure, ce qui vous a permis de faire des relais plus courts, donc que les pilotes prennent du plaisir sur une moto qui les a un peu laissé tomber entre guillemets dans le week-end, sur des objectifs très précis. Et en plus de ça, vous de prendre le temps de faire un check-up à chaque fois sur la moto. Je voulais revenir sur le point où au moment où les esprits sont un peu démotivés, nous les mécanos, faut savoir qu'à ce moment-là, on n'a pas dormi depuis 20 heures, on est tous claqués et ça nous faisait vraiment chier de laisser la moto dans le box à pas rouler. Et l'émotion reprend le dessus avec la fatigue. Je suis désolé un peu si je bégaye, mais donc à ce moment-là, on se motive tous, on se fout tous un coup de pied au cul et on remet la moto en route. Et ça l'a fait. Et ça, c'est le plus important. Merci, Envel, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de nous avoir un peu raconté mécaniquement comment ça se passe, parce qu'on n'a pas toujours la chance de savoir ce qui se passe en interne. Là, c'était, en tout cas, personnellement, pour moi, une expérience de fou de vous voir tous travailler dans le box, parce que c'est vraiment impressionnant. Vous avez fait un taf de malade, un taf rapide. La manière dont vous changez des pièces qui, pour moi, me paraissent des casse-têtes en un temps record. La manière dont Kendrick fait l'essence, parce qu'il faut savoir quand même que c'est un taf avec beaucoup de responsabilités. Totalement, oui. La manière dont Étienne a même été un peu tes yeux entre le panotage de notre côté et toi le box pour te dire quand on revenait et te transmettre aussi les infos. Enfin, il y avait vraiment un truc qui roulait et en tout cas vu de l'extérieur c'était ultra impressionnant. Donc merci pour ça déjà et merci d'avoir répondu à toutes ces questions et pour ton temps, parce que c'est vraiment précieux et c'est vraiment très intéressant. Et ben, c'était avec plaisir. Il faut savoir aussi que pour moi c'était la première fois que je participais à des 24 heures en tant que mécanicien, même à une course en tant que mécanicien, on va dire. Et c'était le cas de plusieurs mécanos aussi. Et je trouve qu'on s'en est quand même bien sorti pour les débutants. C'est clair. Bon, de toute façon, on se retrouve très probablement l'année prochaine. Avec plaisir. Merci, Hélène. Je retrouve maintenant Mathéo en fin de course ce dimanche après les 23h60. Mathéo qui a été le pilote qui a passé la ligne d'arrivée sur la moto 273. Mathéo, salut. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, s'il te plaît? Alors moi je m'appelle Mathéo Nicolas, j'ai 20 ans. Je suis en apprentissage à la Baule, donc c'est en bac mécanique moto. Et puis voilà quoi, c'est tout. Donc t'es à l'école avec François. Je suis à l'école avec François. Et tu fais partie de ce groupe de personnes qu'on dit allez go, il y a une moto dans un garage, on part faire une course avec. Une moto qui était dans mon garage. Le fameux garage. Et oui, on a décidé de trouver une moto en fait pour faire une course qui était 23h60 et au final on l'a acheté à mon père. Ok, mais toi, est-ce que tu avais déjà fait de la piste avant d'acheter cette moto ou pas du tout? Pas du tout. Moi, je faisais juste de la 50. Je venais d'avoir mon permis BSR, donc je faisais juste de la moto pour aller au lycée et c'est tout. Tu faisais du scooter, quoi? Non, de la 50. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Ok. Alors, avant de parler de la course de ce week-end, comment tu t'es préparé, toi, puisque l'année dernière, t'avais pas roulé, tu faisais partie des mécanos. Est-ce que t'as fait une préparation particulière ou juste t'es arrivé les mains dans les poches en mangeant des tartines de Nutella et du Coca avant de venir? Non, je me suis pas forcément préparé physiquement parce que aux différents essais qu'on a eu auparavant, je me sentais
Je me sentais bien sur la moto. Mais sinon, oui, une semaine avant, j'essayais de manger un peu plus sain pour suivre un peu le rythme. Une semaine avant, faut envoyer tes conseils à Marquez. Et avant ça, du coup, si là, puisqu'on enregistre dimanche, mais vendredi, comment t'appréhendais ce week-end? Est-ce que t'étais stressé? Est-ce que t'avais des objectifs personnels, toi, des choses que t'avais envie de faire sur cette moto, au-delà de l'objectif de la moto que vous étiez fixé? Au niveau du stress, j'en avais pas du tout. Parce que pour moi, on connaissait la moto, on avait déjà roulé avec du trafic. Donc sur ce coup-là, non, pas du tout de stress. Un petit peu au départ, quand c'est parti, mais c'est vite redescendu. Et sinon, mes objectifs, déjà, c'était de tomber le moins possible, parce qu'on sait que sur une course d'endurance, ça peut être très problématique. Et surtout, ça fait perdre du temps à l'équipe, ça fait perdre du temps aux mécanos, on use des pièces. Et c'est pas la meilleure chose à faire, quoi. Et puis moi, de mon côté, j'aime bien aller plus vite que les autres. J'aime bien toujours me différencier, donc ouais, c'est ça. Je voulais juste faire le plus que je pouvais. Mais de toute façon, ta phrase préférée du week-end, c'était « Est-ce que j'ai fait le meilleur chrono ?» Ça, oui. Est-ce qu'avant tes relais, t'avais une façon de les visualiser ou juste tu enfilais ta combi et tu partais? Ou est-ce que tu fais partie de ces pilotes qui ont des petites superstitions? Tu vois, par exemple, Loris nous expliquait que lui mettait son gant, un tel gant toujours du même côté, son casque d'une certaine manière. Non, du tout. Non, j'essayais juste de me préparer un petit peu en même temps que Loris. Donc Loris, en fait, dans notre relais, Hugo roulait pendant 30 minutes. Ensuite, c'était Loris et ensuite, c'était moi. Donc il y avait 1 heure de décalage entre nous. Et moi, je préférais me préparer en même temps que Loris pour pouvoir visualiser un petit peu comment ça roulait sur le circuit. Donc j'essayais de regarder un petit peu comment les gars roulaient. Et non, je me posais et puis j'essayais de penser à rien, quoi. J'avais juste envie de rouler. Et du coup, comment ça s'est passé ce week-end pour toi, puisque tu as été le pilote désigné pour passer la ligne d'arrivée avec ces motos qui ont pu les passer. Comment ça s'est passé, toi, entre samedi et là, il y a quelques heures avant qu'on enregistre? Beaucoup de fatigue, beaucoup d'efforts, très peu de sieste et de repos. Puis aussi un peu de stress parce que certaines motos avaient vraiment des problèmes mécaniques. Donc, mis à part ça... Pas de chute pour toi ce week-end? Si. 2 premières chutes dans mes 2 premiers relais. C'est des faits de course. À dire comme ça, c'est bizarre, mais c'est que voilà, les gens roulaient plus fort que nous. On essayait de s'habituer un petit peu au circuit, à la vitesse, au groupe qui roulait avec nous. Et puis voilà... certaines personnes sont moins attentives que d'autres, donc ils ont pu nous percuter ou nous faire tomber, quoi. Et donc ça va, 2 chutes sur 24 heures, c'est plutôt pas mal. T'aurais pu ne pas tomber, oui, mais il y a pire. J'aurais aimé ne pas tomber. On va juste finir avec cette petite question parce que on va pas se cacher qu'on a 1 milliard de choses à faire. Est-ce que c'était une émotion particulière pour toi d'être désigné pour être celui qui passait la ligne d'arrivée? Oui, moi je voulais, pour le coup, moi je voulais absolument finir la course. Parce que en fait, j'aurais aimé commencer la course, donc faire le départ. Mais on a vu avec Loris que Hugo était plus apte à commencer cette course, à faire un départ arrêté et tout ça. Donc moi, je lui ai demandé gentiment de faire l'arrivée, parce que pour moi, c'était une façon de clôturer un peu tous ces 24 heures. Et puis voilà, en plus, j'avais assez bien roulé sur le week-end. Tout s'était bien passé et puis voilà. Donc t'as soudoyé le team manager, quoi. Exactement. C'était ça en fait, les deals de gâteaux marbrés à 3h du mat entre les relais. C'est ça. Bon, merci beaucoup Mathéo de nous avoir fait part de ton ressenti sur ce week-end. Un peu fatigué, donc c'est pas très compréhensible, mais c'était avec grand plaisir. Je te rassure que toutes les personnes que j'enregistre ce dimanche pour le podcast sont toutes très fatiguées, moi y compris. Donc on verra ce qu'on fera de ce podcast. Peut-être qu'il sortira jamais. Que en privé.
Mais merci beaucoup en tout cas. Et puis dans tous les cas, je te dis à l'année prochaine parce que au pire, si tu pilotes pas, tu viendras t'amuser avec nous. C'est clair. On retrouve François à nouveau 2 jours après notre petit point pré-course. À l'heure où on enregistre, on est dimanche. Ça fait quelques temps que la course s'est terminée. On a passé la ligne d'arrivée avec les 2 motos, c'est important de le dire. François, déjà, comment tu vas après ces 24 heures de folie? Eh ben, ça va. On a passé la ligne d'arrivée, on s'est bien battu. J'ai envie de dire que le mot c'est résilience et puis voilà quoi. Je pense que c'est le bon terme pour cette course. Résilience et fatigue. Exactement. Et toi personnellement comment tu te sens physiquement, parce que tu vas nous le raconter un peu après, mais tu t'es pris une bonne gamelle. Ouais. Physiquement là après course, je suis quand même pas mal froissé. J'avoue, je me suis bien raidi sur ma chute, donc j'ai quelques douleurs à droite à gauche, mais ça m'a pas empêché de prendre les derniers relais quand même, donc je suis content, mais ça tire un petit peu là. Ouais, j'imagine. Bah, tu vas nous raconter ça un peu plus en détail dans ton déroulé du week-end. Est-ce que rapidement, puisque tu es le team manager de la moto 772, mais bon concrètement tu as suivi les 2 motos, est-ce que rapidement tu peux nous raconter comment s'est passée cette course à partir du moment où on a pris le départ samedi à 14h30 avec Carbone 23 sur la 772 au départ et Hugo sur la 773. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était compliqué. C'était super compliqué. Dès les premiers relais, on a eu des chutes sur la 773 qui se sont répétées avec différents pilotes. Il y avait beaucoup de tension en piste, on a trouvé cette année. Pas mal de dépassements qui n'étaient pas forcément safe. Un petit peu hors de l'esprit des 23h60 qui est une course amateur et il y a plein d'endroits pour dépasser et à certains moments ça poussait un petit peu dans les trous de souris pour grappiller une pauvre petite place qui est un peu anecdotique puisque certaines personnes roulent vraiment très vite. Mais donc on a subi un petit peu ça au début de course. Mais ça se voyait de toute façon du bord de piste, ça se voyait que pas vous du coup, mais les pilotes dans lesquels vous êtes retrouvés dans les paquets, les mecs qui tapaient et ils avaient juste envie de se mettre des coups d'épaule. Et du coup, ce qui a expliqué aussi ce que tu dis, vous avez eu beaucoup de chutes, il me semble de mémoire, pour en avoir reparlé avec les garçons après la course, que vous avez eu sur le début de course une chute par relais, qui est beaucoup. Ouais, c'est ça, quasiment une chute par relais. Après, faut pas non plus se cacher, c'est derrière le fait que y ait eu un petit peu d'agressivité pendant la course, ça reste de la course, donc j'estime que y a des contacts, c'est parfois inévitable et c'est comme ça. Ça fait partie du sport, mais on a aussi notre part de responsabilité. Il y a des moments, où la moto est tombée, elle aurait jamais dû tomber. C'est juste avant de rentrer dans le box, par exemple, quand on panote un pilote en lui disant que c'est ses 3 derniers tours, quand on est collé en paquet dans un virage, faut être plutôt précautionneux parce qu'on sait que c'est les 3 derniers tours. Il y a eu la fatigue des 25 minutes qui se sont passées dans le relais, donc il y a eu cette agressivité qui nous a fait défaut un petit peu en piste, mais parfois il faut c'est pas parfois, c'est maintenant avec le recul, il faut qu'on se serve de ça nous pour aussi analyser un petit peu les situations et savoir les erreurs qu'il n'y a pas à répéter quoi. C'est des situations où il faut redoubler de vigilance et il faut qu'on se serve de ça pour pas répéter certaines erreurs. Bien sûr, j'accuse personne, hein. C'est juste des situations dans lesquelles moi je réfléchis et je me dis pour les prochaines années, ça sera bien d'emmagasiner cette expérience pour pas reproduire ces petites erreurs là. En effet. Et du coup, la course commence avec ces soucis sur la 773. Du côté de la 772, Carbone se fait clairement freiner dessus. Donc on commence aussi avec une chute. Cependant, la course se passe plutôt bien jusqu'à 3h du matin, puisqu'on arrive à remonter P13 ou P14 de mémoire. Et tu prends ton relais où moi je vais me coucher et donc je n'ai pas les images mais auxquelles j'ai les infos dans la foulée puisque tu te tapes un méchant eyesight, ce qui explique que tu es froissé et du coup
on a un souci avec la moto. Ouais, alors en fait, moi quand je prends mon relais, je crois que c'est vers 2h30 et on est P14. Donc clairement dans les objectifs affichés, les motos roulent bien. On a eu ces petits accros en début de course, mais franchement, on est bien et j'ai même quelques coéquipiers qui viennent me voir et me disent ouais, on est bien. Et moi j'ai cette tendance à dire en endurance calmée, c'est vraiment, ça dure 24 heures, ça va être très très long. Et ben, j'avais pas tort, parce qu'à un moment donné, dans une cassure à droite, avant le virage du banking qui est au CIK, je vais pour passer une vitesse, la 4e, et en fait, la sélection de vitesse se cale entre deux vitesses et bloque complètement la boîte de vitesse, ce qui fait que ma roue bloque et je pars en dérapage, et au moment où elle raccroche, moi je suis projeté en l'air, donc un petit high side, ça fait pas du bien. C'était le premier de ma vie, donc voilà, je vous le partage. T'inquiète, pour ceux qui l'ont pas vu, je te cache pas, quand tu te réveilles de ta sieste entre tes relais et qu'on te dit François est tombé, pas une belle chute, il y a un petit moment de qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, moi j'avoue, sur le coup, je me suis retrouvé je suis tombé sur le dos et après je me suis retrouvé à genoux et je voyais la moto couchée au milieu de la piste. Je dis waouh, qu'est-ce qui vient de se passer là? Donc j'ai mis 2 secondes, j'ai bougé les bras, ça va, et puis je suis reparti en courant pour sortir la moto de là. Mais ça fait tout drôle, et c'est que des petites motos. Ouais, j'imagine. Et puis t'es pas le seul au final à avoir pris une bonne chute, puisque dimanche sur la seconde moto on a eu Tristan qui s'est pris lui aussi une bonne gamelle, qu'on a vu quelques temps allongé par terre. Nous au panotage on s'est inquiété pour le coup, puisque un pilote qui bouge pas en général ça rassure pas. Il s'avère qu'il a pu se relever et qu'il a un petit souci à la cheville. On en saura plus quand il aura vu le médecin, mais c'est peu en termes de blessures, si je puis dire, sur 24 heures, parce que t'avais quand même 12 pilotes. En termes de probabilité, il y avait quand même plus de risques. C'est quand même une bonne chose. Par contre, celle qui a vraiment eu des grosses blessures, si on peut dire comme ça, c'est la 772, puisque au moment où tu chutes, on subit une casse de la boîte moteur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Moi, déjà, c'est au moment où je vais relever la moto. Je vois qu'elle avance plus, je prends l'embrayage, elle est bloquée, et puis je suis au milieu de la piste, donc il faut. J'ai aussi ce réflexe dans ma tête de commissaire où je me dis là, je suis en danger, faut que je sorte la moto d'ici, et j'ai aussi cette double casquette du coup en tant que pilote, en me disant mais pourquoi elle marche plus, faut qu'elle remarche. Puis donc triple casquette, parce qu'en vrai tu touches à la mécanique aussi. Oui, un petit peu, ouais, mais j'ai tout de suite compris que il y avait vraiment un gros problème de moteur. Au début, je pensais que c'était moi qui faisais des erreurs avec la moto, parce que j'ai eu plusieurs ratés au niveau du passage de vitesse dans différents endroits du circuit le tour d'avant. Et en fait, quand je me suis relevé et que j'ai été chercher la moto, j'ai compris que il y avait eu vraiment un problème, et par déduction, dans un premier temps, je me suis tout de suite dit que c'était la boîte, puisque j'avais senti déjà des bruits avant et des sensations un petit peu bizarres. Donc une fois la moto ramenée au box, pas sans peine, parce que roue arrière bloquée, on l'a bien poussée sur 50 mètres, roue arrière bloquée. Puis après, j'ai réussi à la débloquer en retrouvant une espèce de faux point neutre et en chopant l'embrayage. La roue arrière tournait, mais après, il faut contourner tout un virage, la pousser sur 150 mètres et puis la ramener au box, tout ça en courant. Donc, physiquement, c'était dur. Ouais, j'imagine. Et puis même mentalement au final, parce que donc cette casse moteur se passe. Toi, la moto revient, les mécanos s'en occupent. Ça, Envel nous détaillerait un peu plus. Mais toi, du coup, tu vas te reposer, parce que c'est quand même la chose à faire dans peu importe ce qui se passe en endurance. Même s'il y a cette casse, toi, tu pouvais rien faire à ton niveau. Il fallait que tu ailles te reposer. La moto repart 3h30 après. Elle repart avec un souci électronique. Elle revient en box. Elle repart, et toi, quelques heures après, enfin même pas quelques heures, quelques minutes au final, tu viens pour reprendre à nouveau ton relais, et à nouveau, un problème de boîte moteur. Faut se poser la question de si tu portes pas l'œil, du coup, à cette boîte moteur. Mais du coup, à ce moment-là, est-ce que t'as pas
une démotivation entre guillemets sur cette course sur laquelle tu avais un objectif très précis et on est déjà P38. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là du coup? En vrai, la frustration, elle était au moment de ma chute. Quand je suis tombé et que la moto est rentrée au box, là j'avoue j'ai évacué un petit peu la frustration. Je me suis un petit peu engueulé moi-même, même si c'est pas de ma faute. La mécanique, on sait jamais ce qui peut se passer, mais je sais pas, j'étais énervé, donc j'ai eu de la frustration face à moi-même. Après, c'est passé en mode tristesse parce que je suis resté au box et je regardais les gars et ils ont fini par dire qu'il fallait ouvrir le moteur et quand on voit le travail qu'on a mis en amont et tout comment on se bat pour faire tout ce qu'on fait et les positions qu'on avait, la frustration est montée et du coup j'ai été pas mal attristé, donc quelques larmes aussi, j'avoue. J'ai pas vu ça, c'est pas une mauvaise chose parce que je pense que j'aurais pleuré aussi. Mais au final, après tout ça, nos mécanos font un travail de malade, un travail de fou parce qu'au final, au cumulé, ils ont passé quasiment 6 heures sur ce moteur qui a cassé 2 fois et vous pouvez enfin repartir sur des runs plus courts, sur des runs qui permettent aux mécanos de faire comme des micro-pauses entre guillemets parce que de toute façon, quand vous repartez, on est P40, on sait qu'avec le nombre de tours qu'on a de retard, on pourra pas faire mieux. Est-ce qu'il y a quand même un soulagement pour toi de pouvoir faire repartir cette moto et de pouvoir passer la ligne d'arrivée? Et en plus de ça, il y avait un côté un petit peu, en tout cas de l'extérieur, du bord de piste, vous aviez l'air de prendre du plaisir à la fin. Parce que foutu pour foutu, il fallait qu'elle arrive à la ligne d'arrivée, cette moto. Ouais, en fait, alors, il y a eu un petit débat après la deuxième casse moteur. Quand l'arbre primaire a cassé, les gars ont redéposé le moteur, ouvert une seconde fois, changé les pièces et le débat c'était est-ce que la moto de toute façon sera non classée par rapport au pourcentage de tours qu'on a effectué dans la course, mais est-ce que on la laisse dans le box et on la ressort un quart d'heure avant la fin, on passe l'arrivée et au moins on est finisher, ou est-ce que on la fait sortir? Et Envel principalement, lui il a dit mais les mecs, moi je répare pas pour qu'elle reste dans le box en fait. Si elle reste dans le box, c'est rideau, on abandonne, point à la ligne. Donc, par respect au travail qu'ils ont donné avant, il fallait qu'on soit finisher et dignement finisher. Une fois réparé, on continue à rouler et on va au bout des choses pour être digne finisher des 23h60. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc vous passez la ligne d'arrivée, Antonin et Mathéo précisément passent la ligne d'arrivée. Toi maintenant que c'est fini, que t'es assis dans ce superbe studio d'enregistrement qui n'est autre qu'un camion Leclerc loué pour l'occasion, c'est quoi ton ressenti sur ce week-end là à l'instant T? Je pense que j'ai pas assez de recul encore, mais le premier mot qui me vient en tête, j'ai de la frustration. Quand je vois les capacités qu'il y a dans le groupe et ce qu'on aurait pu faire, on maîtrise pas tous les éléments ensuite, donc je peux pas, je sais pas. J'ai pas vraiment les mots. Je suis frustré, mais fier quand même du travail de l'équipe, fier de l'équipe en elle-même, des individualités qu'il y a dans l'équipe, qui fonctionnent tous ensemble. Et non, en vrai, je suis fier de l'équipe, fier du projet. Déçu de pas pouvoir remplir mes objectifs, mais soit on gagne, soit on apprend. Aujourd'hui on a appris, c'est comme ça. Ça tombe bien, vous appelez apprenti. Ouais, c'est vrai. Apprenti Racing Team, ça prend tout son sens là. Là on a vraiment beaucoup appris et il va falloir se servir de tout ça pour faire mieux l'année prochaine. Donc c'est ça, rendez-vous l'année prochaine du coup. Rendez-vous l'année prochaine. Merci François pour ton temps sur ces 2 épisodes de C'est qui en pôle, d'avoir pris le temps de demander à des personnes de ton équipe aussi de prendre le temps de venir à mon micro, de m'avoir reçu dans votre team, puisque je pense que j'ai passé un des meilleurs week-ends de ma vie, à l'exception du fait de m'être fait voler mon sac toujours, mais vraiment ce week-end a tout effacé puisque ce n'est que du matériel et l'expérience humaine que peut être les 23h50, j'enlève 10 minutes, les 23h60 avec un
un team comme la RT, c'est quand même quelque chose humainement à vivre. Comme tu le dis, il y a une équipe et une cohésion d'équipe qui est vraiment impressionnante. Donc merci pour tout ça. Et j'espère te retrouver très vite pour la prépa de la saison 3 de la RT 72 au 23h60. Eh ben, c'était avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Et j'ai déjà installé mon tabouret sur le mur pour les pas de montage. J'en profite particulièrement pour aussi remercier donc déjà toute l'équipe, les mécanos vraiment très chaleureusement, et aussi tous ceux qui participent au bon vivre de toute l'équipe, donc c'est-à-dire qui nous nourrit comme des rois, et c'est aussi des jeunes apprentis qui ont validé leur diplôme comme nous, et ben ils ont participé vraiment au bon fonctionnement de tout ça, donc je tiens à les remercier à travers ce podcast aussi. Et puis si t'en es à remercier des gens, moi je tiens quand même à préciser que vous avez des familles qui sont incroyables, vous avez des familles qui, quand on est là dans les paddocks, sont tous autour de vous, vous soutiennent. Il y a ces clichés, c'est bête, mais les mamans qui sont toutes là, les mamans avec leurs petits garçons, parce que vous avez beau avoir tous des âges différents, elles sont toutes là à jeter un œil sur vous, des papas qui sont là comme le père de Maxence qui vient panoter avec nous, le père de Loris qui pilote avec vous. C'est vraiment impressionnant, et c'est fou ce melting pot d'âge et de familles complètement différentes qui viennent un peu, vous venez tous d'horizons ultra différents. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est une aventure assez belle à vivre de l'intérieur et à voir surtout. Et je souhaite aux gens qui aiment la moto et qui font de la piste de tomber sur le genre de groupe, parce que ça change tout. Eh ben, c'est très très simple, il faut venir au 23h60, c'est une course très familiale, c'est comme ça que ça se... Mais après, si les gens viennent, tu pourras plus passer les gens sur la piste, il y en aura trop. Il faut venir voir. C'est clair. Merci beaucoup François encore une fois, et on se dit à très vite. Avec plaisir, salut.